Les espions et l'histoire. Une émission de Madeleine Rico, réalisée par Evelyne Frémy. Les actes d'espionnage que nous allons évoquer aujourd'hui ont eu pour théâtre le même pays, et les deux femmes qui les accomplirent étaient de même nationalité, et pourtant, elles agirent chacune pour un parti adverse au cours de la guerre de sécession des États-Unis d'Amérique. L'une, Mrs. Rose Greenhow, sudiste de cœur et de pensée, vivait dans la capitale nordiste, Washington. L'autre, Miss Elizabeth Van Lee, anti-esclavagiste avec passion, demeurait dans la capitale sudiste, Richmond. Or, les batailles les plus acharnées se déroulèrent sur le territoire situé entre ces deux villes, chacun des adversaires sachant que s'il pouvait s'emparer de la capitale de l'autre, il le réduirait à sa merci. Ce qui donne toute leur valeur aux actions de nos espionnes. La guerre de sécession dura près de 4 années, et elle fut particulièrement acharnée et meurtrière, car non seulement la question de l'esclavage séparait les fédéraux ou nordistes ou unionistes et les confédérés ou sudistes ou sécessionnistes, mais aussi deux conceptions de la civilisation. Le Nord, industriel, défenseur du principe de la liberté, avec Lincoln à sa tête, opposait 19 États et 19 millions d'hommes aux 11 États agricoles du Sud et à leurs 5 millions seulement de Blancs, les 3,5 millions de Noirs esclaves étant tenus hors des combats presque jusqu'à la fin. Les femmes, dans leur ensemble, soutenaient avec ardeur les efforts de leurs soldats, non seulement en soignant les blessés, en tenant les plantations, mais encore, certaines d'entre elles, en fournissant des renseignements précieux aux chefs des armées. Parmi elles, les deux plus célèbres, Mrs. Rose Greenhow et Miss Elizabeth Van Lee, employèrent pour accomplir cette même tâche des moyens fort différents. Aujourd'hui, la Dalila et la Judith de la guerre de sécession, avec Denise Benoît, Jeanne Boitel, Micheline Bonnat et la participation de Jacques Houbard. Ainsi donc, vous allez rejoindre les troupes confédérées, colonel Jordan. Oui, dès demain. Étant natif du Sud, ma place est auprès des soldats sudistes. Si je pouvais réussir à gagner avec mes enfants mon Maryland natal, avec quelle joie je le ferais. Gardez-vous-en bien. Nous avons besoin de vous, Rose, à Washington. Qui a besoin de moi? Nous, les sécessionnistes. Vos relations avec tout ce que compte la capitale nordiste de personnages importants, civils et militaires, votre remarquable intelligence, votre esprit décidé, vous rendent apte à accomplir la mission que je me suis mis en tête de vous faire accepter. Et quelle serait cette mission? Me faire parvenir tous les renseignements militaires que vous pourrez recueillir. Mais si j'obtiens ces renseignements, comment vous les transmettrai-je? Tout d'abord, vous les transcrirez avec un code que je vous ai préparé, et vous les adresserez non pas au colonel Thomas Jordan, mais à Thomas John Baycroft, mon pseudonyme. Pour ce qui concerne les messagers, je vous fais confiance pour choisir ceci. Votre intuition et votre lucidité, ma chère Rose, vous feront reconnaître les sudistes dont, heureusement, Washington regorge. Thomas, ne pensez-vous pas que si j'accepte, ce sera agir avec déloyauté? Ma chère Rose, ne seriez-vous donc pas convaincue de la justesse de notre cause? Oh, si. Je ne peux imaginer qu'elle ne triomphe point. Mon défunt mari, écrivain distingué, vous le savez, et ami de Lord Byron, m'a fait connaître et apprécier tous les charmes de la société de Richmond. Il ne faut pas que cette civilisation raffinée et intellectuelle soit balayée par la barbarie des industriels nordistes. En ce cas, ma chère Rose, dites-vous que toutes vos actions seront justifiées par les nécessités militaires, et qu'en amour comme à la guerre, tous les moyens sont bons. Betty, ton déguisement de marchande de légumes est parfait. Mais dès que tu pourras,
abandonne ta carriole et galope avec le cheval jusqu'à Manassas, en évitant les patrouilles nordistes. Oui, Mrs. Rose. Tu y délivreras ce message destiné à Thomas John Beckcroft. Où vas-tu le dissimuler? Dans une boucle de mes cheveux. Excellente idée. Tu reviendras ensuite le plus vite possible, afin que je sois rassurée, car ce message est de la plus haute importance. Bien, Mrs. Rose. Que désirez-vous, Mr. Donelan? Je suis venu à Washington en fraude depuis Manassas spécialement pour vous voir, sur l'ordre du général Beauregard. Monsieur, je n'ai rien à voir avec le général Beauregard. Je comprends votre réaction, Mrs. Greenhow. Vous n'avez pas oublié que j'étais employé au ministère de l'Intérieur. Mais voici pour vous rassurer un mot du colonel Jordan. Faites confiance au porteur. En ce cas, je vous écoute, monsieur. Vous avez fait savoir, madame, au général Beauregard, que le général nordiste McDowell avait l'intention d'aller attaquer Manassas par surprise, en passant par Fairfax, Courthouse et Centreville, région dépourvue de défense sudiste. Êtes-vous certaine de ce plan? Tout à fait certaine. J'en ai eu la copie entre les mains. Le général Beauregard s'est permis de douter de la valeur de votre message, car rien ne s'est produit à la date précisée. Il y a eu un léger retard, en effet. Mais sachez que 55 000 hommes ont quitté Washington le 16 juillet 1861 pour envahir la Virginie et prendre Richmond, en passant par Manassas. Ah. Un autre gros de troupes doit couper le chemin de fer de Winchester afin d'empêcher les renforts d'arriver aux troupes sudistes. Je vais vous remettre l'ordre de marche de McDowell à ses officiers. C'est merveilleux, Mrs. Greenhow. Le général Beauregard va pouvoir déjouer les plans nordistes et les faire tomber dans un piège. Je souhaite de tout cœur que grâce à mon assistance, les troupes fédérales soient défaites et que très bientôt, je puisse accueillir nos amis dans Washington conquise par eux. Les nordistes, à Manassas, furent fauchés par milliers par les batteries et les tireurs d'élite cachés dans chaque buisson. De même à Bull Run. Mais si la capitale fédérale fut bien près d'être prise, les sudistes manquèrent leur chance en n'osant pas y pénétrer. Mrs. Greenhow continua donc à y jouer son rôle de femme du monde et d'espionne. N'avait-elle pas reçu un éloquent message du colonel Jordan? Le président Jefferson Davis et le général Beauregard me chargent de vous remercier. Nous comptons sur vous pour de prochaines informations. La Confédération a une dette envers vous. Alan Pinkerton, le président Lincoln vous apprécie fort depuis que vous avez déjoué un attentat contre lui, il y a quelques mois, alors que vous étiez détective attaché à des compagnies de chemin de fer. Il vous a demandé en conséquence d'organiser le service de renseignement des troupes fédérales. Or, dès les premiers engagements de cette guerre, nous avons été défaits, et cela parce que nos ennemis avaient été informés de nos plans par un espion qui se trouve à Washington même. Il vous faut le découvrir. Monsieur le secrétaire d'État à la guerre, je ne cesse depuis notre désastre d'y réfléchir. Car la situation de notre capitale est précaire et une nouvelle trahison pourrait lui être fatale. Avez-vous une idée de la personnalité de cet espion? Ce ne peut être qu'une personne qui fréquente nos hommes d'État et nos chefs militaires, ou leurs adjoints. J'en ai sélectionné une. Une seule. Qui serait-ce? Mrs. Greenhow. Mrs. Greenhow? Vous êtes fou, Pinkerton. Hélas, non. Ne savez-vous pas qu'elle jouit des plus hautes protections? Je n'ignore pas qu'elle a été l'amie très intime de l'ex-président Buchanan, que le colonel Case, attaché à votre ministère de la guerre, le sénateur Lane et Henry Wilson, le président du comité des affaires militaires du Sénat, se partagent ses faveurs. Mais ce sont ces hautes relations qui m'ont fait précisément la soupçonner. Attention, Pinkerton. Si votre supposition s'avère fausse, malgré la protection du président Lincoln, vous perdrez votre poste. Et moi aussi, d'ailleurs. Il me faut donc réunir des preuves accablantes si je veux la démasquer. Je vous le conseille. En ce cas, mes adjoints et moi, nous allons prendre en surveillance Mrs. Greenhow
ainsi que sa maison et ses visiteurs. Quel temps pour un 22 août. Je suis trempé jusqu'aux os. Chut! Vous sécherez plus tard. Voici un beau capitaine qui frappe à la porte de notre suspecte. Il entre. Le salon s'allume. Il me faut absolument voir ce qui se passe là. Mais la fenêtre est trop haute, monsieur Pinkerton. Bon, attends, je vais enlever mes souliers et monter sur tes épaules. Ah, voilà. Alors, allez. Heureusement que vous êtes un poids-plume. Alors, vous voyez quelque chose? Oui. Le capitaine donne des plans à l'appel. Oh, il l'embrasse tendrement. C'est qu'elle est encore rudement belle, cette veuve, malgré sa quarantaine passée. Attention, il se dirige vers la porte. Il nous faut le suivre. Venez. Vos souliers, chef, vos souliers. Plus tard, j'ai pas le temps de les remettre. Poursuite. Il ne faut pas le perdre de vue. Il faut savoir à quel régiment il appartient. Avouez, chef, qu'il nous a bien eu, le capitaine. Nous voilà coffrés avec les ivrognes et les voleurs. Si on s'en sort, on aura de la chance. Oui, d'autant plus qu'il a refusé de faire prévenir le secrétaire Scott ou le général McClellan. Allez, ne vous désespérez pas, les garçons. Je vais bien réussir à convaincre un de nos gardiens d'aller porter ce message. Et croyez-moi, c'est le capitaine qui se retrouvera bientôt dans ce cloaque. Belle journée, Mrs. Greenhow. Vous avez fait une bonne promenade? Ah, c'est vous, John. Oui, merci, excellente. Je suis suivi. Voyez ces deux hommes au bout de la rue. Je ne peux pas vous remettre les messages, ils le verraient. Qu'allez-vous en faire? Avaler le plus petit et mettre l'autre dans la poche de ma robe. Je trouverai bien un moyen de m'en débarrasser s'ils m'arrêtent. Ils vont sûrement le faire, j'en ai été averti. Marchez tranquillement jusqu'au coin de Corcoran. Puis regardez dans ma direction. Si je porte mon mouchoir à mon visage, vous saurez que je suis en état d'arrestation. Prévenez aussitôt tous ceux des nôtres que vous connaissez de ne plus se rendre chez moi. Oh, Mrs. Greenhow, je suis bouleversé. Pourquoi n'avez-vous pas fui? J'ai prévenu l'ambassadeur d'Espagne. Il a pu gagner l'armée confédérée, mais moi je suis bien protégé. Et puis, je dois rester à mon poste. Mais mes suiveurs s'approchent, éloignez-vous vite. Et bonne chance, ne vous faites pas prendre. Êtes-vous Mrs. Greenhow? Oui. Qui êtes-vous et comme voulez-vous? Je vous arrête. Par quelle autorité? Montrez-moi votre pouvoir. Excusez-moi. Je n'ai pas la possibilité de vous résister. Et si j'avais été à l'intérieur de ma maison, j'aurais tué l'un de vous avant de me plier à ce procédé illégal. Bien, madame, nous allons entrer avec vous pour perquisitionner. Faites, monsieur, mais faites vite. Et videz mes armoires, mes tiroirs, mes lits. Vous ne trouverez rien de suspect. Monsieur, m'autorisez-vous à changer de vêtements? Il fait une chaleur torride et ma robe est mouillée de sueur. Bien, allez-y. Eh bien, Chef. où est Mrs. Greenhow? Dans sa chambre, elle change de robe. Imbécile, hein? Si elle avait un papier suspect, elle aurait eu le temps de le détruire. Madame, vous serez consigné dans votre maison et vous ne pourrez en sortir. Un de mes hommes ne vous quittera ni jour ni nuit. Charmante perspective. I wish I was in the land of cotton, old times there, and I've forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. In Dixieland, where I was born, in early on one frosty morning. Look away, look away, look away, Dixieland. Chère Miss McCall, comme je suis heureuse que l'on vous ait autorisé à me rendre visite.
Votre vue me repose de celle de mon geôlier. Il s'est endormi un moment cette nuit. Voyez, je trompe mon ennui en faisant de la tapisserie. Je vois. J'ai pu aller dans la bibliothèque pour y prendre des dépêches que j'avais cachées dans un livre. Comment trouvez-vous ce motif de rose et de marguerite de ma tapisserie? Très joli, très joli. Les dépêches sont dans mes souliers. Je vous ferai cadeau de cet ouvrage quand je l'aurai terminé. Avec joie. Je vais le laisser tomber, ramassez-le et profitez-en pour mettre les dépêches dans vos propres souliers. Oui. Oh, comme je suis maladroite. Non, ne vous donnez pas la peine. Merci. Il y a aussi un code indiquant la signification des couleurs de cette tapisserie. Bien. C'est promis. Je vous donnerai mon bouquet de roses. Je pense que d'ici 2 jours, je l'aurai terminé. Hélas. Qu'ai-je d'autre à faire? J'ai réussi à convaincre d'espionnage le dentiste Aaron Van Camp, le colonel Thompson, des complices de Mrs. Greenhow. Mais nous n'arrivons pas à faire juger celle-ci. Bien plus, Pinkerton. On se moque de nous dans le New York Times depuis qu'on a transformé sa maison en prison pour femmes sudistes. Les journalistes ont surnommé cette demeure le Fort Greenhow et ils prétendent que sa propriétaire fait la mode. Elle nous nargue. Nous allons la faire transférer à la prison de l'Old Capitol. Mr. Scott, cela ne peut pas durer. J'ai l'absolue conviction que Mrs. Greenhow réussit du fond de sa prison à recevoir des informations et à les transmettre aux sudistes. Ah, mais ces protections sont si puissantes que nous ne pouvons faire plus contre elles. Si. Il y a un moyen, tout au moins, de la neutraliser totalement. Et lequel? La faire reconduire en territoire sudiste. Ce qui fut fait. Rose Greenhow y reçut un accueil triomphal. Il en fut de même en Angleterre où le président Davis l'envoya en mission secrète. Elle y publia le récit de ses aventures sous le titre de « Mon emprisonnement et la première année de la loi d'abolition à Washington ». La reine Victoria l'invita et Napoléon III lui accorda une audience particulière. Puis elle s'embarqua sur le Condor pour rejoindre les États sudistes. Elle arriva en vue du port de Wilmington le 30 septembre 1864. Capitaine Hobart, je suis attendu. Il me faut gagner de toute urgence le port de Wilmington. C'est impossible, madame. Dans la nuit et la tempête, en fuyant le bateau Vigie nordiste, nous sommes échoués sur la barre de New Inlet. Au matin, nous pourrons gagner le rivage en canot lorsque la mer se sera apaisée. Non, j'exige que vous mettiez un canot immédiatement à l'eau. Mais c'est très dangereux, madame. Me prenez-vous pour une femme lâche? C'est un ordre. Bien. Mais c'est à vos risques et périls. Le canot se retourna sur la barre. Mrs. Greenhow, alourdie par d'épais vêtements de soie noire et par un sac empli de souverains d'or qu'elle s'était accroché à la ceinture, coula à pic. Son corps fut rejeté le lendemain sur le rivage. Son cercueil, recouvert du drapeau de la Confédération, fut inhumé avec les honneurs militaires. Pendant longtemps, à chaque Memorial Day, jour du souvenir, on déposa sur la tombe de Rose Greenhow une couronne de laurier, ainsi qu'on le faisait sur les tombes des soldats. Laissons notre Dalila reposer dans la paix du souvenir et rejoignons à Richmond la Judith de la guerre de sécession en retournant quelques 3 ans en arrière. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the steppin' with the girls be handy. Encore un peu de punch, Mr. Taylor? Non, merci. De lait de poule?
Mrs. Pug. Bien que votre lait de poule aromatisé à la cannelle et coupé de rhum des Antilles soit délicieux, Elisabeth, je n'en reprendrai pas car je désire vous parler. Et moi de même. C'est au nom, ma chère enfant, de l'amitié qui lie nos familles depuis des générations. Au nom de tous vos voisins de Richmond. En reconnaissance de la charmante hospitalité que nous recevons de votre mère et de vous-même au cours des bals, des réceptions, des garden parties que vous organisez. En souvenir de ce jour où Jenny Lind chanta dans votre salon. Et où nous y rencontrâmes Edgar Allan Poe. Que nous nous croyons autorisés, Mr. Taylor et moi, à vous faire de sévères remontrances, Elisabeth. Grand Dieu, à quel sujet? Au sujet de vos idées, ma chère Miss Lee. Vos idées anti-esclavagistes. Oh, nous savons bien que vous les avez pêchées à Philadelphie, où vos parents ont eu la malencontreuse idée de vous envoyer faire vos études. Détrompez-vous, Mrs. Pug. Je ne les ai pas pêchées, ces idées. Elles me sont entrées dans le cœur. Si elles y restaient. Mais c'est que vous voulez les communiquer aux autres. Vous, une jeune fille si bien élevée. Ne vous voit-on pas organiser des discussions publiques dans les rues? Et n'avez-vous pas donné le plus mauvais exemple en affranchissant vos esclaves? Et même, prétend-on, vous en faites partir vers le nord, par cette organisation que l'on appelle le chemin de fer souterrain. Elisabeth, la lecture de la case de l'oncle Tom, l'abominable et mensonger livre de cette exaltée de Mrs. Beechstove vous a troublé l'esprit. J'avais 30 ans lorsqu'il parut, il y a près de 10 ans, en 1851. Et j'éprouvais déjà une profonde révolte contre l'état de servitude dans lequel nous tenons les Noirs, nous les gens du Sud. Mais enfin, ma chère Miss Lee, l'esclavage est conforme à la Bible. Vous n'ignorez pas que la lignée de Canaan fut maudite et vouée au servage par Noé. Abraham, Isaac, Jacob, tous des sages, n'ont-ils pas possédé des esclaves? Salomon a eu aussi 300 femmes et 700 concubines, Mrs. Pug. Apprécieriez-vous que Mr. Pug veuille suivre son exemple, même de loin? Oh, mais laissons là cette discussion. Nous ne nous convaincrons ni les uns ni les autres. Et passons au jardin, admirer les magnolias qui viennent de fleurir. Quel beau printemps nous avons! Certes, mais que nous réserve cette année 1861? Que voulez-vous dire? Les relations sont si tendues entre les 7 États, dont notre chère Virginie, qui ont choisi de se confédérer, et le nouveau président Lincoln. Et celui-ci ne déclare-t-il pas qu'il considère comme de son premier devoir de maintenir l'Union? La guerre me semble inévitable. Oh, mon Dieu, mais cela serait affreux! Mesdames, nous saurions y faire face avec honneur et courage avec votre aide. Même la vôtre, chère Miss Lee, car vous êtes avant tout une sudiste. Ne l'oubliez pas. Oh, Yankee Doodle went to town riding on a pony, stuck a feather in his hat and called it... Maman! Maman! Qu'y a-t-il, Betty? Les nordistes arrivent. Tu en es sûre? Oui! Après les défaites de Manassas et de Bull Run, j'ai bien cru qu'ils étaient vaincus. Mais c'est à leur tour d'attaquer. Ils approchent de Richmond. Il nous faut préparer notre plus belle chambre pour le général Grant. Qui t'a averti? Un message que notre brave Virgile m'a apporté. Il venait d'arriver à la ferme. Mon réseau marche très bien maintenant avec ses 5 relais. Il aboutit directement dans le bureau du général Sharp, le chef des renseignements à Washington. Si quelqu'un te trahit, Betty, tu seras lynchée. Aucun de mes émissaires ne me livrera. N'est-ce pas leur cause, leur liberté que je sers? Tu as raison. Les Noirs t'aiment et te vénèrent, mais tu peux être découverte lorsque tu recueilles tes informations auprès des soldats blessés et des prisonniers. Mais tu sais bien, maman, que l'on me prend pour une personne charitable, au cerveau dérangé. Je joue très bien mon rôle auprès des gardiens. Et ainsi je peux, sans être remarqué, remettre dans des colis de vivres ou des fioles de produits pharmaceutiques mes questionnaires aux officiers nordistes qui ont observé bien des choses en étant conduits depuis les lignes jusqu'à la prison de Libye ou au camp Anderson. Nous allons vite préparer la chambre du général Grant. Oh, Yankee Doodle went to town riding on a pony, stuck a feather in his... Tiens, v'là bête la folle. Ça, faut qu'elle soit folle de toute façon pour venir voir ces pouilleux de salauds de nordistes. Faut dire qu'elle visite aussi les nôtres qui sont blessés. C'est vrai, mais de toute façon, faut qu'elle soit dingue pour visiter les Yanks. Bonjour, soldat. Salut, Mzell. Alors, qu'est-ce que vous apportez de bon aux tuniques bleues aujourd'hui?
Un ragoût de poisson et d'iguane. Montrez-nous ça. Voilà. Tiens, c'est un drôle de plat que vous avez là dans votre panier, Miss Beth. C'est un plat français en métal. On met de l'eau très chaude dans son double fond, et ainsi les aliments ne se refroidissent pas. Un double fond? Oui. Oh, mais c'est louche. Montrez-moi ça de près. Si vous voulez. Voilà. Oui, j'ai eu de la chance, maman. Pour une fois, le double fond de notre plat ne contenait pas de message, mais bien de l'eau bouillante. Ces 2 sentinelles-là n'en commenceront pas de sitôt à visiter le panier de Bête la Folle. J'ai d'ailleurs une autre idée. Je vais dissimuler certains de mes messages au général Grant dans un œuf. Dans un œuf? Soigneusement vidé et recollé. Je le placerai au milieu de plusieurs douzaines. Un de mes émissaires portera le panier ou je le ferai moi-même déguisé en fermière. Mais tu as raison de prévoir de nouveaux moyens de transmission, Betty, car hélas, la guerre se prolonge et Richmond se fortifie depuis que la ville a failli être prise. Maman, ne ravive pas mon chagrin d'avoir dû fermer la chambre que nous réservions au général Grant. L'occupera-t-il un jour? J'en ai la ferme conviction. Et jusqu'à ce jour béni, j'œuvrerai de toute ma personne, de toutes mes forces, avec l'aide de notre fortune entière. Pour que la cause de la liberté et de l'union triomphe plus vite, j'ai envoyé un message à Mary Bronson, lui demandant de revenir à Richmond. Mais que me dis-tu là? N'as-tu pas affranchi cette jeune fille? Ne lui as-tu pas payé des études dans le Nord? Oui. Et pourtant, je vais la faire redevenir esclave et servante. Car elle est fort intelligente et fine. Mais dans quel but? L'espionnage. L'espionnage? Où? Je vais m'arranger pour la faire engager chez Jefferson Davis, après lui avoir donné l'entraînement nécessaire. T'imagines-tu, ma chère maman, combien les renseignements que Mary pourra recueillir dans la maison du président des États sudistes pourront être précieux pour les nordistes? Je n'en doute pas. Mais si Mary se fait prendre... Tu me l'as dit un jour. Elle sera, ainsi que moi, lynchée. Mon Dieu. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai la conviction que nous ne serons pas découvertes. Father and I went down to camp along with Captain Gooden, and there we saw the men and boys as thick as hasty pudding, and there we see 1,000 men. V'la Bête la Folle. Oh, 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 la pauvre, ça s'arrange pas. Hein. Elle parle de plus en plus toute seule. Psst, Miss Beth, je pars ce soir pour les lignes nordistes. Ça fait entendu? Je pars cette nuit pour les lignes nordistes. Vous pouvez me remettre vos messages. Je vous en prie, vite, vite, sinon on va nous remarquer. Yankee Doodle Dandy, mind the music and the steps, and with the girls be handy. Tu crois, Betty, que cet homme n'était pas un agent nordiste? J'ai eu la conviction que c'était un provocateur dès qu'il s'est approché de moi. Et j'avais raison, car hier je l'ai croisé. Il était en officier, à cheval, à la tête d'une patrouille. Tu vois, Betty, tu commences à être vraiment suspecte. Aussi, pour calmer les soupçons, ai-je offert au capitaine Gibbs, le commandant de la prison, de venir loger avec sa famille dans notre confortable demeure. Comment feras-tu sous leurs yeux pour recevoir et expédier tes messages? Regarde ce que j'ai fait faire, maman, à Joé, notre menuisier. Le lion couché du pilastre de gauche de la cheminée de notre bibliothèque se déplace légèrement et découvre une petite cachette. En faisant le ménage, nos nègres fidèles glisseront les messages et les reprendront. Comme tu es ingénieuse, Betty. C'est la foi en notre cause qui me donne cette imagination, maman. Mais crois-tu que tu pourras continuer à héberger les soldats nordistes évadés dans la cachette du grenier? Ce sera plus difficile, mais j'y arriverai. Je leur montrerai leur nourriture la nuit quand toute la maisonnée dormira.
Ainsi, Elizabeth Van Lee agit-elle pendant près de 4 années, souvent soupçonnée mais jamais prise. Elle envoya des messages si importants au général Grant que celui-ci, la paix revenue, pourra dire « C'est d'Elizabeth Van Lee que me sont venus les plus précieux renseignements envoyés de Richmond au cours des hostilités. » Maman, je viens d'envoyer un message au général Butler. Des messages? Tu en envoies sans cesse, ma chérie. Oui, mais celui-ci est tout à fait particulier et demande une faveur pour moi-même. Voilà qui est nouveau. Tu n'as jamais rien demandé à ceux que tu sers si fidèlement, si courageusement depuis 4 ans. De quoi s'agit-il donc? Je veux que l'on me fasse porter un oriflamme des États-Unis, afin que notre demeure soit la première à arborer le drapeau de l'Union, après la prise de Richmond. Prise qui ne saurait tarder maintenant. Le drapeau fut envoyé à Élisabeth. Mais alors que les magnolias se desséchaient sous l'ardent soleil du début d'avril 1865, que plus de 150 prisonniers nordistes mouraient par jour d'insolation et de dysenterie au camp Anderson, que l'on payait $10 à Richmond pour une livre de bacon et une assiette de maïs vert, et que les lignes de défense du général Lee étaient percées, une troupe de pauvres blancs se dirigea vers la demeure à colonnade d'Élisabeth. Ah, c'est vous! Je vous reconnais tous. John! Oui. Arthur! Harry! Oui. Vous voulez brûler ma maison avec vos torches? Oui. Je vous préviens! Le général Grant sera là dans 1 heure. Si cette maison est en cendres, et si ceux qui l'habitent sont morts, vos propres demeures seront toutes brûlées et détruites à leur tour. La foule, calmée, s'éloigna, pendant qu'Élisabeth donnait l'ordre de hisser le drapeau américain et que les soldats nordistes entraient dans les faubourgs de Richmond. L'idéaliste Élisabeth eut-elle la joie d'entendre s'écrier ce vieux nègre embrassant les pieds de Lincoln alors qu'il visitait la capitale sudiste? Dieu soit loué. C'est le grand Messie. Je l'ai reconnu dès que je l'ai vu. Je l'attendais depuis de si longues années. Il est enfin venu libérer ses enfants de leur servitude. Alléluia. Alléluia. Quelques jours plus tard, le 14 avril 1865, Lincoln était assassiné par un acteur sudiste. Le général Grant et les autres officiers qui avaient dirigé beaucoup de leurs opérations grâce aux renseignements fournis par Miss Van Lee ne purent lui faire toucher 1 cent des $15 000 dont, totalement ruinée ainsi que sa famille, elle demandait le remboursement. Haïe de ses concitoyens, Miss Lee dut accepter d'être nommée receveuse des postes à Richmond. À la fin de la présidence de Grant, elle perdit même cet emploi et ne survécut que grâce à une modique pension que lui versait la famille du célèbre officier nordiste Paul Revere, qu'elle avait secouru. Totalement oubliée, n'ayant même pas la consolation de voir le problème noir résolu aux États-Unis, l'espionne idéaliste Elizabeth Van Lee mourut en 1900 à l'âge de 72 ans. All the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. The beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free, while God is marching